Très bien. Donc après avoir bien décrit le phénomène qui se passe au niveau de chaque grandeur électrique, je vous propose maintenant de bien exploiter notre oscilloscope et de voir l'évolution de l'énergie électrique du condensateur et de l'énergie magnétique dans la bobine. Donc je reviens à une résistance faible pour observer les oscillations. Très bien. Voilà. On charge le condensateur et on le décharge. Voilà. Donc on va exploiter au maximum ces graphiques. Très bien. Donc la première manipulation à faire, c'est de tracer l'allure de l'énergie du condensateur. On sait bien que l'énergie du condensateur, elle est de 1/2 C fois UC au carré. Donc, l'évolution de EC, elle est similaire à l'évolution de UC carré, puisque le facteur 1/2 C, c'est un facteur constant. La manipulation qu'on va faire à l'écran de l'oscilloscope, c'est de éliminer UR. On va utiliser la fonction mat. Dans la fonction mat, on va multiplier la chaîne 1 par la chaîne 1. On voit bien l'allure de la courbe de l'énergie électrique. Donc j'élimine la courbe de UC. On voit très bien que UC passe par des valeurs maximales et des valeurs minimales. Bon, la courbe elle est plus ou moins déformée. On peut améliorer cette courbe. J'augmente un peu la résistance. Très bien. On observe bien que la tension UC, je revisualise la tension UC. Très bien. Donc, non pas cette tension. Voilà. Donc, je vais manipuler la chaîne mat pour visualiser le pic de l'énergie électrique. Donc, j'élimine. Voilà. Donc, ce graphique illustre bien l'évolution de l'énergie du condensateur au cours du temps. À noter, c'est une remarque qui nous servira dans une leçon ultérieure, que si je mesure la durée au bout de 2 oscillations de l'énergie électrique, donc à travers le mode curseur, comme d'habitude, on trouve bien que pour 2 oscillations de l'énergie, la durée elle est de 14,8 millisecondes. Donc, si UC oscille une fois, l'énergie électrique oscille 2 fois. Très bien. Donc, on va refaire les mêmes calculs et la même manipulation pour l'énergie magnétique qui est de la forme 1/2 LI au carré, qui est égale à 1/2 L fois UR sur R, le tout au carré. Donc, si j'exploite un peu plus, c'est 1/2 L sur R au carré fois UR au carré. Donc, l'évolution de l'énergie magnétique, elle est similaire à l'évolution de UR au carré. Donc, à travers l'oscilloscope numérique, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir et visualiser
la tension UR puis utiliser la fonction math, non pas chaîne 1 fois chaîne 1 pour obtenir UC au carré, mais chaîne 2 fois chaîne 2 pour obtenir UR au carré, avec une manipulation de la sensibilité verticale. On obtient la courbe décrite par le chronogramme en rouge. J'élimine UR, pardon. Vous voyez que l'énergie magnétique au début elle est nulle, puis elle passe à un pic, puis il y a des oscillations de l'énergie électrique. Ceci confirme quoi? Confirme que au cours des oscillations électriques, il y a des transformations mutuelles de l'énergie entre le condensateur et la bobine. À t égale à 0, l'énergie est stockée dans le condensateur. À un instant ultérieur, l'énergie sera stockée dans la bobine. À un instant ultérieur, l'énergie nulle dans la bobine, elle sera maximale dans le condensateur. À chaque transformation mutuelle d'énergie entre le condensateur et la bobine, le résistor va en dissiper une partie de cette énergie par effet Joule, d'où l'amortissement de l'énergie et sa décroissance. Très bien. Donc, si on passe à une autre manipulation, après avoir tout décrit à nos chers élèves, donc je propose l'application suivante. Donc, je vais prendre une capacité de 4,7, une résistance faible pour produire des oscillations. Donc, je désactive la fonction math. Maintenant, je passe à la visualisation de UC. Donc, je réalise l'expérience. Voilà. Je vois bien que je réobtiens les oscillations électriques de UC. Bon, la manipulation que je propose à mes élèves pour voir s'ils ont très bien assimilé notre cours. Donc, je diminue l'inductance de la bobine. En retirant bien sûr le noyau de fer. Très bien. Puis, je refais l'expérience, je charge le condensateur et je le décharge dans un dipôle RL. Très bien. Donc, je bloque mon écran. Puis, j'essaie de plus visualiser la courbe sur l'écran. Je modifie un peu la sensibilité horizontale. Très bien. Puis, en utilisant le mode curseur, mode temps, donc je vais fixer la première référence sur un maximum, la deuxième référence sur un minimum, et je vais demander à mes élèves de déterminer la nouvelle inductance de la bobine. Donc, comment ils doivent procéder? Bien sûr, la durée delta t ne correspond pas à la pseudo-période, mais elle correspond à un nombre bien déterminé de pseudo-périodes. Dans ce cas, donc, je peux compter une pseudo-période, 2,5. Donc, la durée delta t visualisée par le mode curseur, elle n'est pas de une pseudo-période, mais elle est de 2,5 pseudo-périodes. Donc, en utilisant la pseudo-période T, donc après avoir déterminé T, qui est égal à delta T sur 2,5, donc elle est égale à 18,2 millisecondes, bien sûr, sur 2,5. Donc les élèves vont calculer la pseudo-période T, puis on doit
mettre l'expression déjà vérifiée de la pseudo-période qui est 2pi racine de L fois C. Et l'élève devra être capable de lever le tout au carré. T au carré, c'est égal à 4pi carré fois L fois C. Puis, de déterminer l'inductance L qui est égale à T carré sur 4pi carré fois C. Puis, l'élève va remplacer le T par la valeur trouvée par le calcul. Il doit faire attention à l'unité. T doit être exprimé en secondes et non pas en millisecondes. Bien sûr, il va utiliser la capacité qu'on va utiliser qui est de 4,7 microfarad. Et facilement, l'élève peut déterminer l'inductance L de la bobine que j'ai modifiée. Donc, j'espère que cette vidéo vous a un peu expliqué le phénomène. Merci à tous pour votre attention.